Salam alaikum. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter la forme générale des schémas explicites à un pas, c'est-à-dire les schémas qui permettent de calculer yn plus 1 à partir de la connaissance de yn. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu deux exemples de schémas, le schéma de l'heure explicite et implicite. Ce dernier, même s'il est plus stable que le schéma explicite, il reste quand même peu utilisé, car on ne peut calculer directement yn plus 1 à partir de yn que dans très peu de cas. Plus précisément, si f est une fonction affine ou linéaire par rapport à y. Sinon, on doit faire recours à chaque étape aux méthodes de résolution numérique des équations non linéaires. Donc, dans cette vidéo, nous allons partir sur la forme générale des schémas explicites à un pas et nous allons décrire 4 propriétés associées à ces méthodes qui sont en l'occurrence la consistance, la stabilité, la convergence et l'ordre d'un schéma numérique. On commence donc par définir ce qu'un schéma explicite à un pas. Donc, un schéma explicite à un pas est un schéma qui permet de calculer yn plus 1 en faisant intervenir ou bien à partir de yn, tn et h et l'on écrit sous la forme donc yn plus 1 égale à yn plus h fois une certaine fonction phi qui dépend de tn, yn et h, bien sûr avec y0 donné. Et on rappelle que c'est un schéma pour l'approximation du problème P, qui est le problème de Cauchy, donné par l'équation différentielle y' égale à f de ty de t et y, donc ici sur l'intervalle t appartenant à l'intervalle i t0 plus grand t avec y de t0 égale à y0 donnée. Donc c'est la donnée initiale. Donc la question ici qui se pose est: ce schéma converge-t-il vers la solution exacte du problème? Donc un schéma est dit convergent sur un intervalle i si la limite du max, donc c'est la limite lorsque h tend vers 0 du max par rapport à n de l'erreur locale notée en qui est égale à limite lorsque h tend vers 0 du max par rapport à n de y de tn moins yn égale à 0. Donc ça c'est la convergence. Donc mais dans plusieurs cas, on ne peut vérifier une telle condition. Donc la question est alors posée autrement. Donc, première question, c'est: ce schéma approche-t-il vraiment le problème P? Donc, approche-t-il vraiment le problème P? Et la deuxième question, c'est: ce schéma est-il stable? Nous commençons donc par la notion de consistance. Donc être consistant, cela veut dire en fait que le schéma est bien associé à la bonne équation. Donc dans votre support de cours,
vous trouverez les détails de cette notion et la construction basée sur l'erreur de consistance qui nous a conduit à une condition nécessaire et suffisante sur la fonction phi qui décrit le schéma pour que ce dernier soit consistant. Donc, on commence par la première condition. Enfin, la première question, c'est la notion de consistance. Donc, le théorème dit, donc théorème numéro 1, dit qu'un schéma a un pas est consistant avec le problème P si et seulement si. Donc ici c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc si et seulement si, quel que soit T dans I et quel que soit Y dans R, on a phi de T Y0 égale à F de TY. Cela signifie que pour que le schéma soit une approximation vraisemblable, bien construite, il suffit que phi de TY0 soit égal à F de TY, et ce pour toute valeur de T et de Y. Et on passe à la deuxième notion, qui est la notion de stabilité. Donc, notion de stabilité. Rappelons qu'un schéma est dit stable si une légère perturbation des données n'entraîne qu'une petite perturbation de la solution, et cela pour toutes les valeurs de h ou bien pour quel que soit le pas h. Et bien, de la même façon, on a un théorème qui va traduire cette propriété en termes de propriété sur phi. C'est un théorème très simple à retenir également. Donc, c'est le théorème de stabilité, donc le théorème numéro 2. Il dit si phi est lipschitzienne, on a vu déjà cette notion dans le théorème de Cauchy-Lipschitz pour montrer que le problème de Cauchy admet une solution unique. On avait dit que f doit être continu par rapport à ces deux variables et lipschitzienne par rapport à y. Maintenant, pour que le schéma défini par yn plus 1 égale à yn plus h fois phi de tn yn h soit stable, donc pour qu'il soit stable ce schéma, il faut que, ou bien il suffit que la fonction phi soit lipschitzienne. Donc on revient au théorème, donc théorème 2, si phi est lipschitzienne par rapport à y uniformément en t, cela implique que le schéma est stable. Donc c'est une condition suffisante, c'est-à-dire si phi est lipschitzienne, le schéma est stable, sinon on ne peut rien conclure. Maintenant, on va assembler ces deux propriétés pour répondre à la première question de convergence en donnant le théorème le plus important qui est le théorème de l'axe qui dit qu'un schéma est dit convergent, donc convergence. Le théorème numéro 3 qui est le théorème de l'axe,
Donc, ce théorème dit que pour qu'une méthode soit convergente, il suffit qu'elle soit consistante et stable. Donc, consistance plus stabilité entraîne la convergence. Très bien. Donc, pour finir, l'ordre d'un schéma explicite à un pas. Donc, ordre d'un schéma à un pas. Notons ici que, comme pour les formules de quadrature, un schéma est d'autant plus précis que son ordre est élevé. Donc, une condition nécessaire et suffisante pour qu'un schéma soit d'ordre P est la suivante. Donc, le théorème numéro 4. Donc, je vous rappelle que vous trouverez tous les détails dans votre support de cours. Ici, on fait juste un résumé du cours. Et donc, on cite juste les points les plus importants. Donc, un schéma est dit d'ordre P si et seulement si. Donc, on a une condition nécessaire et suffisante. Donc, si et seulement si, quel que soit K entre 0 et P-1, la dérivée Km par rapport à H de phi de TYH évalué au point H égale à 0 est égal à 1 sur K plus 1 fois F, la dérivée Km de F de TY. Ici, la dérivée Km, ici, elle dénote la dérivée totale de F. Donc, la dérivée Km de F, elle est égale à quoi? Elle est égale à la dérivée partielle par rapport à t, puisqu'ici la fonction, puisqu'y dépend aussi de t, donc plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy sur dt. Très bien. On remarque déjà ici que tout schéma consistant est au moins d'ordre 1, puisque pour le schéma consistant, on a k égale à 0. Donc, on a phi de ty, on a phi de ty 0 égale à f de ty. Là, c'est la consistance. Et elle vérifie cette égalité pour... Donc, elle vérifie cette égalité pour k égale à 0. Donc, la dérivée d'ordre 0 de phi, qui est la fonction phi au point ty0, donc égale à f de ty. Donc, tout schéma consistant est au moins d'ordre 1. Très bien. On va maintenant essayer de faire l'étude globale d'un schéma numérique qu'on va choisir. On considère par exemple le cas du schéma de Hahn. Donc, on va considérer un exemple. Donc, on considère le schéma de Hahn qui est donné par yn plus 1 égale
à yn plus h sur 2 fois f de tn yn plus f de tn plus 1 yn plus h f de tn yn et y0 donné. Donc, on va étudier la convergence de ce schéma, puis ensuite on va essayer de déterminer son ordre. Très bien. On commence donc. On doit tout d'abord écrire la fonction phi associée à ce schéma, donc phi de tn yn h, elle est égale à quoi? Donc elle est égale à, puisque tous les schémas s'écrivent, donc tous les schémas explicites à un pas s'écrivent sous cette forme, donc c'est yn plus 1 égale à yn plus h fois phi de tn yn h. Donc ici, phi elle est égale à quoi? Elle est égale à n demi fois f de tn yn plus f de tn plus 1 qu'on peut écrire tn plus h yn plus h f de tn yn. Donc ça, c'est la fonction phi associée au schéma de 1. Donc ça, c'est le schéma de 1. Très bien. On commence donc par l'étude de convergence. Pour cela, on doit commencer par la consistance. Donc le premier point, ça sera la consistance du schéma. Donc ce schéma est-il consistant? Donc on doit vérifier, on doit calculer phi de t y0. Donc phi de t y0, elle est égale à quoi? Elle est égale à n demi fois f de ty plus f de t plus 0. Donc y plus 0 fois f de ty, donc c'est f de ty. Et ça fait n demi fois 2 fois f de ty, et c'est f de ty. Donc le schéma est consistant. Très bien. On passe maintenant à la stabilité. Donc stabilité du schéma. Donc pour la stabilité, on doit montrer que la fonction phi est lipschitzienne par rapport à la seconde variable y. Donc je vais réécrire ici la fonction phi. Donc phi de ty h, elle est égale à quoi? Elle est égale à n demi fois f de ty plus f de t plus h y plus h f de ty. Sachant bien sûr que la fonction f est lipschitzienne par rapport à y. Donc, on commence par phi de t y1 h moins phi de t y2 h en valeur absolue. Donc, puisque valeur absolue de a plus b
est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Donc, on peut écrire que phi de ty1h moins phi de ty2h en valeur absolue est inférieur ou égal à n demi fois f de ty1 moins f de ty2 plus valeur absolue de f de t plus h y1 plus h f de ty1 moins, pardon, donc je vais effacer ça et revenir à la ligne pour avoir assez d'espace, donc plus valeur absolue de f de t plus h y1 plus h f de ty1 moins f de t plus h y2 plus h f de t y2. Très bien. Bien sûr, puisque la fonction f est lipschitzienne, donc elle vérifie f de t y1 moins f de t y2 en valeur absolue est inférieur ou égal à une certaine constante k fois y1 moins y2. Si cette condition, on l'a supposé vérifier tout au long de ce chapitre, c'est-à-dire pour que le problème admette une unique solution. Donc, elle est inférieure ou égale, cette quantité, donc elle est inférieure ou égale à quoi? À n demi fois la première donne k fois y1 moins y2 plus, et la deuxième ici, tout ça, ça va jouer le rôle de y1 en faisant un changement de variable grand y1 égale à petit y1 plus hf de t petit y1, et ça c'est y2, donc f de t y1 moins f, et ça c'était grand T grand T, donc f de grand T y1 moins f de grand T y2 est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à k fois grand y1 moins grand y2, donc ça fait y1 plus h f de ty1 moins y2 moins h fois f de t y2. Et donc, elle est inférieure ou égale à n demi fois k y1 moins y2. Ici, on va aussi utiliser le fait que valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Donc ici, y1 moins y2 va jouer le rôle de a, et h fois f de t y1 moins h f de t y2 va jouer le rôle de b. Donc ça va donner donc plus k fois y1 moins y2 plus k, on peut faire sortir le h comme facteur commun puisqu'il est positif, donc fois valeur absolue de f de ty1 moins f de ty2. Et donc, on va encore une fois utiliser la lipschitzianité de la fonction f pour ce terme, pour obtenir enfin n demi fois
2K. Donc on a K plus K. Ici on aura K fois H fois K, Y1 moins Y2. Donc c'est plus HK au carré fois Y1 moins Y2. Et donc phi de T Y1H moins phi de T Y2H est inférieur ou égal à une constante L positive, donc à une certaine constante L positive fois Y1 moins Y2, où L est égal à HK au carré plus 2K, le tout sur 2. Donc phi est lipschitzienne par rapport à Y uniformément en T. Très bien. Et on dit donc que le schéma de Hahn est stable. Maintenant, puisque le schéma est consistant et stable, donc puisque le schéma qu'on vient de traiter, le schéma de Hahn, est consistant et stable, donc ce schéma est un schéma convergent, donc est convergent. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de l'ordre de convergence de ce schéma, on doit vérifier l'égalité dérivée partielle d'ordre K par rapport à H de phi de TYH au point H égale à 0 égale à 1 sur K plus 1, la dérivée Km de F de TY. Donc on doit vérifier cette égalité étape par étape dans l'ordre croissant. D'abord pour K égale à 0, ensuite 1 et ainsi de suite. Et l'ordre de ce schéma sera donc la première valeur de K pour laquelle l'égalité n'aura pas lieu. Car pour qu'elle soit, ou bien pour que ce schéma soit d'ordre P, il faut que cette égalité soit vérifiée, quel que soit K, allant de 0 jusqu'à P-1. On commence donc. Déjà pour K égale à 0, donc pour K égale à 0, l'égalité est vérifiée car on a déjà montré que c'est un schéma consistant puisque pour K égale à 0, on a la dérivée d'ordre 0 par rapport à H de phi de TYH évalué au point H égale à 0 est égal à phi de TY 0. Et d'après la consistance du schéma, donc phi de TY 0 est égal à F de TY qui est égal à 1 sur 0 plus 1 fois la dérivée d'ordre 0 de TY. Donc, une telle égalité est satisfaite pour K égale à 0 et le schéma, et on dit donc que le schéma de Hahn est au moins d'ordre 1. Très bien.
Et on passe à la deuxième valeur qui est k égale à 1. Donc, pour k égale à 1, on a la dérivée partielle de phi par rapport à h, donc phi de t, y, h, au point h égale à 0. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale donc à la dérivée par rapport à h de n demi f de ty plus f de t plus h y plus hf de ty. Très bien. Donc, ici, je vais noter ça grand T de H, et ça c'est grand Y de H. Donc c'est T de H et grand Y de H. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à n demi. Donc, je vais faire sortir le n demi. Donc, maintenant, la dérivée de f de ty par rapport à h, elle est nulle. Plus, puisqu'ici, c'est une dérivée totale, donc ça va donner la dérivée de f par rapport à t, c'est une dérivée partielle par rapport à grand T fois dt sur dh plus la dérivée de f par rapport à grand Y fois d grand Y sur dh. Donc, la dérivée de t par rapport à h, c'est 1. Et la dérivée de grand Y par rapport à h, c'est quoi? Donc, grand Y, c'est petit y plus hf de ty. Donc, c'est f de ty. Tout ça évalué au point h égale à 0. Et ça va donner donc n demi, donc égal à n demi fois, pour h égale à 0, grand T c'est petit t, donc c'est la dérivée de f par rapport à petit t, plus, pareil pour h égale à 0, grand Y se réduit à petit y, et ça va donner dérivée de f par rapport à y fois f de ty, qui est bien la dérivée totale d'ordre 1 de f de ty. Très bien. Et donc l'égalité est satisfaite pour k égale à 1. Et on dit donc que le schéma de Hun est au moins d'ordre 2. Donc le schéma de Hun est au moins d'ordre 2. Donc ici, je sais que le calcul des dérivées n'est pas toujours évident, surtout les dérivées d'ordre supérieur, mais on va donner un exemple qui va être par la suite une référence, quoi. Donc, on considère la fonction phi de ty h donnée comme suit. Donc, je vais prendre f de t plus alpha h, y plus bêta
h f de ty. Donc, car la plupart des schémas s'écrivent sous cette forme ou bien sous forme de combinaison linéaire de fonctions de cette forme. Donc ici, pour alpha égale à bêta, je vais donner deux cas. Donc pour alpha égale à bêta, on a la dérivée km de phi par rapport à h évaluée au point h égale à 0. Elle est égale à quoi? Elle est égale à alpha puissance k, ou bien bêta, puisque alpha et bêta sont égaux. Donc c'est alpha puissance k fois la dérivée km de f. Et pour alpha différent de bêta, donc ça c'est pour alpha égale à bêta. Pour alpha différent de bêta, on n'aurait pas besoin de calculer les dérivés de phi, et le schéma est au plus d'ordre 1, s'il est consistant bien sûr. Car cette égalité donc la dérivée km de f, donc cette égalité n'est jamais satisfaite pour k supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est dans le cas où les deux coefficients alpha et bêta sont différents. Donc, je vais écrire ça en rouge. Donc, c'est pour k supérieur ou égal à 1. Donc, notre référence, ça va être ça. Très bien. On revient donc à notre problème. Nous étions à la troisième étape pour k égale à 2. Donc pour k égale à 2, la dérivée seconde par rapport à h de ty h au point h égale à 0. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à n demi, puisque la fonction phi elle est égale à n demi fois f de ty. Donc, puisque f de ty ne dépend pas de h, donc sa dérivée par rapport à h elle est nulle, plus f de t plus h, y plus h f de ty. Donc, elle s'écrit sous cette forme, pardon. Donc, elle s'écrit sous cette forme avec alpha égale à bêta égale à 1. Donc, la dérivée km de phi, ça va être 1 puissance k fois la dérivée km de f. Donc, n demi fois, fois 1 au carré fois la dérivée seconde de f de ty, donc qui est différente de n tiers fois la dérivée seconde de ty. Et par conséquent, le schéma, on conclut donc que le schéma de n est un schéma d'ordre 2. Très bien. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va se baser sur la notion d'ordre
afin de construire des schémas plus performants, à savoir le schéma de Runge Kutta. Donc merci et à bientôt.